Ah, la consanguinité. Je me demandais quand est-ce que ça allait être abordé dans cette série. Et ben voilà. Alors, cet épisode 3, il y a beaucoup de trucs qui se passent. Beaucoup de trucs. Je vais essayer de garder un petit peu tout en tête là pour rien louper. Mais oui, ça part aussi du fait que ça introduit pas mal d'éléments dans l'épisode précédent sur lesquels on va poursuivre. Évidemment, le plus évident, dont je vais parler très vite, c'est le suivi de la guerre de gang, puisque après avoir tué un mec du clan rival, il y a le clan rival qui a fait tuer deux mecs de leur clan, et donc Dylan et son pote doivent enterrer Lord mort, tandis que Blaine dit on va rétorquer en tuant encore plus, on va essayer de faire un gros coup d'éclat en tuant un maximum. Donc, guerre des gangs totale, là, ça semble bien partir cette histoire-là. Autre chose pour la pièce de théâtre, c'est pas vraiment terminé, on va essayer de filer ça, même si ça va pas exactement dans les voies qui étaient assez évidentes à voir venir dans l'épisode précédent, puisque elle n'est pas retenue. Norma pour jouer un quelconque rôle. Même pas un rôle secondaire ou quoi que ce soit, elle n'est pas prise pour quoi que ce soit. Alors que, du point de vue de celle qui devait faire la mise en scène, qui s'appelle Christine, ça va être un personnage important qu'on avait vu l'épisode précédent, c'était la meilleure à auditionner, mais étant donné que c'est quelqu'un de précis qui paye, qui veut absolument que ce soit un proche à lui, enfin une proche à lui qui fasse le premier rôle, et ben c'est cette personne-là. Et donc elle a un petit peu mal pris, Christine, elle s'est dit cassez-vous, vous ferez ça sans moi. Bon, ils vont faire ça sans elle, et elle va nouer un petit lien avec Norma en disant ah, vous êtes une femme assez forte, qui représentait beaucoup. J'ai appris ce qui s'est passé avec Shelby. Vous avez encaissé ça très bien. Et les gens qui vous voient mal pour ça, même si votre motel connaît du succès, donc c'est pas trop un problème, eh ben, ce sont des idiots qui comprennent pas. Donc il y a un truc qui se noue entre elles. Elle a même dans l'idée de lui faire voir un peu de monde dans sa petite villa, puisqu'elle est riche, tout ça, tout ça. Et donc elle l'invite. Ils font une petite soirée, elle rencontre son frère, donc le frère de Christine, son autre frère, son frère, elle va le rencontrer aussi, hein. C'est un autre point hein, dont on va parler plus en détail, je pense. Et il y a un début de quelque chose qui se noue, même si je dois avouer que le côté... ok, on est tous les deux des anciens époux-épouses, et il nous arrivait un truc qui fait que bon, on l'est plus, hein, de son côté, elle est veuve par deux fois maintenant, et lui, je sais pas ce qui s'est passé, s'il a divorcé ou quoi que ce soit, c'est pour l'instant très léger, et ouais, ils sont en mode on va pas accélérer les choses avec ce qui est arrivé récemment à votre mari, je sais que vous êtes pas dispo, sauf que pendant un temps un petit peu important, elle a considéré Shelby comme un cas possible. Donc, je pense qu'elle est ouverte à l'idée. Alors, peut-être que après ce qui s'est passé avec Shelby, elle est moins ouverte. C'est pas impossible aussi, hein. Mais bon, le mec a l'air sympa. Première impression, l'air sympa. Je sais pas si ça va aller quelque part, mais bon. Et donc, à cette même soirée, elle va rencontrer Rick. Donc, il y a le fameux chef du Clarival, quoi, qui va avoir une petite discussion avec elle en mode plutôt gentleman. Pour l'instant, rien de spécial, mais on revient sur la petite esclandre qu'elle a faite lors de la réunion municipale, en appuyant que lui aussi, il n'est pas trop pour qu'on fasse cette rocade qui va changer un petit peu la voie qui passe par la ville. Et donc, elle est un peu contente d'avoir un allié et elle lui demande de rester en contact si jamais il y a possibilité de parler de ça. Je sais pas si ça ira quelque part, ça, j'ai le sentiment que oui, sinon vous ne metteriez pas ça en place. Parce que j'avoue que c'est pas une discussion que je voyais venir, mais bon, on va voir ce que ça donnera par la suite, ça. Elle sera un peu plus impliquée dans ce conflit de gang, j'imagine. Je sais pas exactement comment ça se goupille cette partie-là. Est-ce que ça arrange pas des gangs qui font de l'herbe d'avoir une autoroute qui passe par des supermarchés près de la ville, je sais pas. Je sais pas exactement en quoi ça les arrangerait pas, mais je suis pas un spécialiste en la matière, j'avoue. En tous les cas, ouais, ça c'est un petit peu
des trucs qui sont poursuivis. On file pas mal de choses. J'apprécie beaucoup hein, ça dans cet épisode. Et dans cette saison 2, pour l'instant, on file beaucoup de trucs. On fait vraiment gaffe à pas mal de détails et on essaye de jouer là-dessus en les entremêlant de façon pas forcée d'une quelconque façon. J'aime bien. Du côté du théâtre, c'est pas trop fini puisque Norman a quand même été accepté pour faire choriste. Mais il veut pas. En fait, parce que bon, c'est pas son truc. Mais il y a quand même cette fille qu'il a rencontrée l'épisode précédent alors qu'il était allé acheter des trucs pour Bradley. Au supermarché, à la supérette du coin, avec qui il a eu une petite discussion, ils se recroisent et elle lui dit eh, tu sais, tu devrais faire partie de la régie, on bosse, on sort un petit peu, on s'amuse bien entre nous. Et il est en mode pourquoi pas. Et c'est la nouvelle Love Interest. La nouvelle fille un petit peu intéressée par lui en mode un peu différent de Emma ou Bradley. C'est genre je suis un petit peu libre, un peu sans gêne comme j'entends. Et ça va être un nouvel intérêt pour lui, j'imagine. Alors, on n'arrête pas de créer des cas typiques de filles qui semblent assez facilement s'intéresser à lui et qui pourraient finir avec lui. Je trouve ça quand même un peu dingue. La chance, mec. Pourquoi il n'y a aucune fille comme ça qui m'a approché quand j'avais ton âge? Excusez-moi, je sais, c'est de la fiction, hein, il faut accepter ça. Mais bref, cette fille qui s'appelle Cody, donc, sera un personnage, j'imagine, un petit peu important, notamment qu'on va faire le lien. J'aime bien, on entremêle beaucoup de trucs avec le fait que Bradley a été déclaré comme suicidé. On n'a pas retrouvé son corps, mais la mise en scène de son suicide est bien passée et on croit qu'elle est bien morte. Elle est très attristée, Emma. Parce que même si elle la connaissait pas, ça lui fait mal. J'avoue, je maintiens que ça aurait été vraiment fort d'appuyer qu'elle se sente mal, d'avoir répandu le fait qu'elle a couché avec Norman et que ça ait ruiné un peu sa réputation, ça aurait pu jouer particulièrement, et le fait qu'elle se sente mal par rapport au fait que peut-être c'est parce qu'elle a fait ça que Bradley en partie a fini par se suicider de son point de vue, alors qu'elle ne s'est pas suicidée. Enfin, elle a tenté quand même. Mais bon, je trouve ça dommage. Enfin bref, quoi, elle est attristée, elle a particulièrement de la peine pour Norman, parce que de son point de vue, il devrait être particulièrement attristé, vu ce qu'il ressent pour elle, en tout cas la dernière fois qu'on l'a vu, mais il a l'air plus calme que ça. Ça a pas l'air de l'interloquer particulièrement sur le coup. J'imagine que dans sa tête, il prend ça d'une façon un peu différente. Et je dois avouer que, en tant que personne qui a commencé à vivre la mort de quelques-uns de ses proches, c'est quelque chose qui se vit un peu différemment selon les personnes. Tu vas pas forcément t'effondrer en pleurs lors de l'enterrement, c'est peut-être quelque chose qui se ressent après coup, lorsqu'on se rend compte que la personne n'est plus là pour les petits trucs habituels et qu'on n'aura plus jamais ça. Enfin bon, je vais pas me pesantir là-dessus, je veux pas non plus tomber en l'air moi-même là, faut arrêter. Mais voilà, c'est quelque chose que je reconnais. Mais étant donné qu'il a eu une réaction particulièrement larmoyante lors de la mort de sa prof, et que là, il est en mode ah ouais, ça fait chier, ça devrait un petit peu l'interroger. Mais pour l'instant, on va dire que c'est dans sa peine qu'elle est le plus prise. Donc on va pas aller plus loin. Elle décide donc d'organiser une petite veillée funéraire sur la plage. Enfin, c'est pas exactement ça, c'est une espèce de d'hommage sur la plage où on pourra dire tout le bien qu'on pense d'elle. Et il n'y a personne qui est venu là pour vraiment lui rendre hommage, c'est surtout une excuse pour faire la fête, boire des coups et faire les jeunes, quoi. Hein, c'est plus ou moins ça. Donc elle est un petit peu irritée par ça. Norman il est là, lui en mode calme parce que à nouveau dans sa tête il sait qu'elle est pas morte. Donc ça lui fait pas tant de peine que ça, alors que si ça avait été vrai je pense qu'il aurait craqué un peu plus, hein, c'est clair et net. Mais ouais, elle déplore un peu le fait que tout le monde soit là pour s'amuser, notamment Cody et un pote à elle, qui viennent voir Norman parce que voilà, il s'est inscrit à la régie, cool, on va s'amuser ensemble, tout ça, tout ça. Et alors qu'ils font la fête, elle est en train, au bout d'un moment, de le bécoter. Son mec, le mec avec lequel elle est, juste à côté de Norman. Et le mec en question, il lui fait même quelques petits attouchements, Norman. Norman qui est pas très intéressé. Ça se voit clairement, là, non, c'est pas son truc, c'est pas son genre. Et donc il se barre. Elle se barre avec lui et il y a
il y a un petit dialogue que je trouve pas trop mal dans l'idée, qui essaye vraiment pas de vilipender, de diaboliser Norman pour ce qu'il pense, mais qui essaye également de montrer qu'il a un côté un peu assez froid à ça, quoi. Le pote de Cody est gay, en fait il est pas gay, il est bi. Je veux dire, comment ça se fait que tu fricotes avec quelqu'un qui est gay, c'est pas logique, mais dans ta tête, à ton avis, est-ce que c'est pas possible qu'il soit attiré par les deux? Apparemment il a pas cette option en tête, en tout cas dans le dialogue c'était pas, c'est juste pour dire rapidement. Et voilà, on appuie un peu le fait que oui, il a un type. Et c'est clairement pas homosexuel. Et ouais, Cody qui montre qu'elle est assez libertine, on va dire, dans le genre, même si elle semble être dans un foyer pas super stable. Elle vit qu'avec son père et elle semble lui cacher des trucs. Pour l'instant, ça reste flou, hein, on donne pas grand-chose, mais ça donne un peu l'impression que c'est la fille un peu battue, la fille qui est pas très bien traitée. Ça donne un peu cette vibe-là, j'ai le sentiment que ça partira là-dessus. Voilà, on introduit un nouveau personnage qui sera le nouvel intérêt romantique de Norman maintenant, puisque Bradley n'est plus là. Ça tombe bien dans un sens, ils ont fait la transition. Tandis que, ouais, Emma, elle est en mode maintenant, je suis plus trop intéressé par Norman apparemment. Et elle recroise donc le mec qu'elle a connu donc, dans la saison 1 qui lui a filé sur son cupcake au cannabis, avec qui elle décide de fricoter un petit peu en se disant ouais j'en ai marre, hein, tu sais quoi, j'ai envie de me lâcher un petit peu. Donc on se saoule, on fait des trucs et c'est pas impossible qu'ils couchent ensemble. C'est pas encore dit, mais je sais pas si c'est bien pour une fille qui a la mucoviscidose de faire tout ça. Je pense pas que ça l'arrange, mais bon, on n'a qu'une vie, on va dire. Je pense que ça aura des répercussions, ça. Néanmoins, le plus important dans tout ça, c'est évidemment la venue du frère de Norma au motel, hein, qui s'appelle Caleb. Il arrive, il rencontre Dylan, et tu vois tout de suite le lien de parenté. Il y a beaucoup de points communs physiquement entre eux, au point où j'en suis vraiment à me demander s'il n'y a pas un lien de parenté entre les deux acteurs. Ça me surprendrait pas une seule seconde, hein, parce que vraiment, la ressemblance est assez frappante. Hein. Tu vois les points communs. Hein. Enfin bref, et alors qu'il on sent d'ailleurs même qu'il y a cet étonnement de la part de Dylan qui sent qu'il y a quelque chose de similaire quoi, là, avec le gars. Mais ouais, lorsque Norma arrive et le voit dans sa maison, elle le vire rapidement parce que c'est un trauma refoulé qui remonte assez vite. Elle lui gueule dessus, il dit casse-toi. Mais elle va pas en dire plus à Dylan. Dylan qui est un petit peu perdu là-dedans, il dit comment ça se fait, il semble y avoir un truc assez grave qui s'est passé entre eux, mais Norman ne veut pas lui dire. Donc lorsque Caleb va l'approcher en dehors de ça, en lui parlant du fait qu'il a un petit peu envie de renouer avec elle, et en disant des semi-vérités, on va dire. Comme quoi, il s'est passé quelque chose dans le passé, elle m'en veut encore pour ça. Notre père était quelqu'un de très strict, il nous battait et j'ai rien pu faire pour l'aider, ce genre de choses. Et il ne va pas mettre en avant le fait qu'il a abusé d'elle sexuellement. Non, non. C'est un truc qu'il va pas dire. Alors qu'il passe un petit moment avec Dylan, Dylan sent qu'il y a un truc qui se crée avec lui et il est content même lorsqu'il lui parle qu'il a un plan, un super plan pour racheter une baraque pas très chère et avoir un peu d'investissement, et ben il le suit. Oui, il le manipule plutôt bien. Ça va un peu vite, je dois avouer, parce que ça se sent clairement qu'il le manipule en jouant les mecs sympas, alors qu'en fait non. Et j'aurais pas été contre qu'on passe un peu plus de temps là-dessus, mais au moins on peut pas dire une seule seconde que ça traîne en longueur. Hein. Ça raconte pas mal de choses assez vite. Donc oui, Dylan semble avoir trouvé une petite figure familiale à laquelle s'attacher, avec qui passait du bon temps, etc., etc., et ressentir une certaine connexion. Et c'est pour ça qu'il va pas très bien le prendre lorsque il reviendra voir Norma
pour lui dire, hey, je sais qu'il n'a pas été génial en tant que grand frère, mais il peut lui pardonner, il y a un truc entre nous, enfin je ressens une connexion, tu vois. Et c'est là que Norma finit par éclater en disant, il m'a violé, il m'a violé, non, non, non. Bon, avec un ton un tout petit peu plus au perché, mais voilà. Et donc c'est le drame, et Dylan, il n'est pas prêt à la croire. Et c'est ça que je trouve assez fort parce que je comprends le déni du gars. Surtout après ce que lui a caché sa mère et tout et tout. Et par rapport à la révélation qui vient après, parce qu'ils finissent par s'engueuler, juste à ce moment-là, comme par hasard, il y a Norman qui rentre, ça se frite très vite. Non, non, tu laisses maman tranquille. Mais au bout d'un moment, elle finit par avouer comme ça que c'est son père. Le frère de Norma et le père de Dylan. Consanguinité. Et donc le premier mari qu'elle a eu, c'est quelqu'un qui a été trop bête ou vraiment très gentil de se marier avec toi alors que tu étais enceinte d'un autre. C'est particulier ça quand même. Parce que bon, il a quand même eu un père qui l'a élevé à un petit moment, Dylan. Donc, je sais pas. Ou alors, j'ai zappé un truc. Je suis presque certain qu'on a appuyé quand même qu'il se souvenait un peu de son père, Dylan. Enfin, de son père adoptif maintenant. Donc, ouais. Mais ça, je suis pas sûr que ça ait été pensé à l'avance. J'en suis pas certain du tout. Néanmoins, ça justifie pas mal de choses. Notamment la différence de considération par rapport à Norma entre Dylan et Norman. Norman qui est vraiment son bébé chéri qu'elle veut protéger à tout prix, et Dylan qu'elle n'a pas trop envie de voir, qui au départ lui donnait pas envie, quoi. Et elle voulait un peu se débarrasser de lui et elle n'a pas la même attache, vraiment pas le même... la même relation, ça se ressentait vraiment. Et malgré tout, on sent qu'elle l'aime, mais c'est plus difficile. Et avec cette révélation, ça se justifie par le fait qu'elle ne le voulait pas. Ben oui, hein, elle l'a eu de force, et c'est normal. Enfin, si on essaye de se mettre à sa place, c'est compréhensible dans un sens qu'elle ait une préférence automatique, mentale, envers un fils par rapport à l'autre. Et cette révélation risque de lui faire pas mal de mal aussi à Dylan, si tant est qu'il l'accepte. C'est pas impossible qu'il ait du mal à y croire tout de suite, mais je pense que ça va un petit peu le... ça va un petit peu le descendre, ça, le pauvre gars. Vraiment, pour l'instant, le personnage pour qui j'ai le plus de peine dans la famille Betts, c'est Dylan. C'est celui pour lequel je ressens le plus d'attache, bizarrement, alors qu'au début, il donnait pas tout à fait cette impression à sa première apparition dans l'épisode 2 de la saison 1, mais là... Donc ouais, révélation choc, et je me demande bien comment ça va évoluer par la suite, ça. Parce que, je le rappelle, qu'il a un petit peu donné du fric à son père, maintenant, qui l'a plus ou moins arnaqué, ça se sent un petit peu. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que ça donne. Hmm. Compliqué, compliqué, compliqué. Comment ça va comment ça va se décortiquer ce truc-là? Moi, c'est une très bonne accroche dans les développements. Je trouve que vous avez plutôt bien joué sur les différents liens créés. Je trouve ça plutôt intelligent. C'est un très bon épisode. Vraiment. Et si ça continue sur cette voie-là, je pense que je vais continuer à avoir du plaisir. Pour l'instant, cette série, même s'il y a quelques petits bas vraiment pas très graves, cette série est solide. Elle marche bien, j'aime bien. Et j'espère que ça va rester comme ça. À bientôt pour l'épisode 4. Bye!